écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Alexeï Pouchkov, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement russe. Messieurs, c'est à vous. L'homme qui murmure à l'oreille de Vladimir Poutine. Bienvenue Alexeï Pouchkov, bonjour. Bonjour. Le peuple russe a le sens de l'humour. Il y a des blagues parce que... Énormément, je pourrais raconter pendant une heure. Ouais. Il y en a une comme ça qui vous vient. Écoutez, le matin, c'est surtout l'humour noir qui me vient à l'esprit. Non. Et donc, il y a une blague, il y a dans un hôpital... un homme malade, on lui fait les examens, on le met dans une chambre, on l'isole complètement. Il attend le docteur, puis il y a le docteur qui vient dans un costume chimique, de défense chimique, tout revêtu, il parle à travers un microphone, et le malade lui demande « Docteur, qu'est-ce que j'ai ?» Il dit « Vous avez l'Ebola, la malarie, et encore 5 maladies. » Et il dit « Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous nourrir à la sole meunière. » Il dit, mais est-ce que ça va aider ? Non, mais ça va passer sous la porte. quand vous parlez à Vladimir Poutine, est-ce qu'il vous écoute ? Écoutez, ça n'arrive pas aussi souvent que vous le dites, mais j'espère que oui. Alors, votre ami a décidé de livrer des missiles anti-aériens S-300 à l'Iran, dans une région qui est folle. Qu'est-ce qui lui prend de réarmer l'Iran ? Et d'autre part, contre quels ennemis ? Écoutez, c'est une arme défensive, premièrement. Deuxièmement, c'était des sanctions unilatérales qu'on a prises en 2010. Ces livraisons ne tombent pas sous les sanctions internationales, justement parce que c'est une arme défensive. Mais pourquoi vous avez attendu 4 ans ou 5 ans avant de les livrer, puisqu'elles étaient interdites et que Non, elles n'étaient pas interdites. Mais qu'elles peuvent être livrées. Je veux vous dire, parce qu'on nous a demandé de ne pas compliquer la situation autour de l'Iran. On était adressé par les Américains et d'autres, et on a décidé de jouer le jeu dans l'esprit du temps de 2010. Mais maintenant, l'esprit du temps a changé. Oui, et l'Iran, maintenant, on lui parle, il devient... Bon. Mais ça veut dire que c'est un effet de l'accord qui a été signé sur le nucléaire. Absolument, ça a beaucoup à voir avec ça. Mais hier, Benjamin Netanyahou a écrit à Vladimir Poutine, il lui a dit son inquiétude pour la sécurité d'Israël depuis l'installation à venir de ces missiles. Écoutez, il a raison, la sécurité d'Israël ne peut pas être visée par ces missiles parce que l'Iran est à 2000 km de l'Israël et c'est une arme contre des attaques aériennes. Mais par contre, si l'Israël décide d'attaquer l'Iran, oui, ça peut poser des problèmes pour une attaque, mais pas plus. Oui. Et quels peuvent être les ennemis alors de l'Iran ? Comme vous dites, c'est des défensifs. Non, mais les ennemis de l'Iran, c'est Israël qui dit aujourd'hui que si cet accord va marcher, Israël va agir tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il va attaquer l'Iran ? On se pose la question. Oui. Vladimir Poutine, est-ce qu'il n'entre pas en ce moment en compétition avec un Barack Obama qui est devenu très actif dans la région ? On a l'impression d'un retour des Américains, surtout auprès des chiites. Écoutez, l'Amérique a créé autant de crises au Moyen-Orient, depuis la Libye jusqu'au Pakistan, que je ne pense pas que vraiment il y a une compétition. Oui. Et aussi, j'ai remarqué qu'hier, les lecteurs du Time, un grand journal américain, ont élu Vladimir Poutine le personnage le plus influent du monde. Donc voilà, c'est une réponse qui est donnée par les Américains, je pense. C'est peut-être pour ça que Barack Obama a envie de se manifester davantage dans la région. Aussi, je pense que Barack Obama, après 6 ans que le prix de la paix lui a été donné, le prix Nobel, pendant 6 ans, il a essayé de prouver qu'il ne valait pas ce prix, et maintenant, il est 2 ans qui restent, et il commence toutes ces histoires avec le Cuba, le Venezuela, donc il se montre en peacemaker. Oui, Poutine devrait faire la même chose pour avoir peut-être un jour le prix Nobel, par exemple en Ukraine. En Ukraine, ça bombarde moins et ça va un peu mieux. Mais les armes lourdes sont toujours à l'Est, les mercenaires étrangers aussi, et le cessez-le-feu reste fragile. Pourquoi pas appliquer, ou qui ne l'applique pas, l'accord de Minsk, à partir duquel tout doit se faire, et surtout pour l'Ukraine de l'Est ? Mais c'est une mythologie, justement. Nous sommes absolument pour l'accord de Minsk. Malheureusement, Kiev ne veut pas entamer le dialogue politique avec l'Est et parler des élections futures. Ils veulent reprendre un contrôle militaire de la région et ça pose des dangers. Kiev, absolument. C'est connu au Quai d'Orsay d'ailleurs. C'est bien connu à Paris. Nous on le sait parce qu'il y a eu des divisions. Voilà. Regardez la une, enfin pas la une, mais une partie de l'Express qui dit Poroshenko. Et est-ce que Poroshenko, à votre avis, il va tenir ou vous voulez qu'il chute ? Non, on ne voudrait pas qu'il chute parce que encore plus d'instabilité en Ukraine, nous ne pensons pas que ça ferait le jeu justement des accords de Minsk, surtout que c'est Poroshenko qui a signé les accords et donc il doit les respecter. Oui, mais il faut le renforcer, peut-être pas l'affaiblir.
On l'affaiblit pas. Il joue son propre jeu, mais on l'affaiblit pas. Mais il est affaibli de l'intérieur avec son Premier ministre, peut-être. Ah oui, c'est les problèmes à lui. Mais son Premier ministre qui a un niveau de soutien de 4%, on peut le faire partir. Alexei Pouchkov. Pour François Hollande, Angela Merkel et l'Europe, respecter Minsk, c'est le critère objectif et de la sincérité collective et de la vôtre. Les sanctions économiques qui ont suivi cette histoire de l'Ukraine, apparemment, elles sont de plus en plus difficiles à supporter pour le peuple russe, même si vous dites le contraire. Est-ce que vous souhaitez qu'elles soient levées d'ici à la fin de l'année ? Je ne dis pas le contraire, mais le principal, c'est le prix du pétrole. Si le pétrole monte, ça va aller mieux en Russie. Les sanctions, oui, elles jouent un certain rôle, mais pas décisif. Et bien sûr qu'on voudrait qu'elles soient levées, parce que nous pensons que ces sanctions ne mènent nulle part. De toute façon... Mais elles sont dures, elles sont douloureuses. Enfin, oui, on ne peut pas le nier. Pour les uns, les autres, même avec des conséquences pour l'Europe. On les ressent, ces sanctions, mais c'est que un grand pays ne se plie jamais aux sanctions venues de l'extérieur. Et c'est démontré par l'histoire. Donc ça va mener nulle part. Et le plus tôt elles sont levées, le mieux ça sera pour nous et pour l'Europe. Vous dites qu'elles renforcent encore la cohésion et la cohérence du peuple russe avec ses dirigeants. Absolument, c'est la seule réaction. Daesh est en Irak et surtout en Syrie. Il y a eu plusieurs réunions à Moscou. Il va y en avoir d'autres. Est-ce que ça veut dire que vous cherchez une solution politique pour la Syrie? Il y a eu des pourparlers entre les représentants du pouvoir syrien et l'opposition syrienne. En ce qui concerne le Daesh, je pense que c'est une question internationale. Nous devons faire peut-être une conférence internationale sur le Daesh, comment y résister, parce que les bombardements auxquels procèdent la France et les États-Unis ne vont pas donner grand-chose. Ouais. Vous voyez, ils contrôlent toujours de très grands territoires. Vous voulez une conférence internationale à laquelle Poutine participerait sur... Écoutez, c'est mon opinion personnelle, mais je dirais que oui, il faut se mettre ensemble contre ce mal, parce qu'ils sont déjà en Libye. Ils veulent infiltrer l'Europe. Hein, c'est un grand danger. Monsieur Poutine répète souvent, il y a des ennemis à l'intérieur. Qui sont-ils ? Non, il n'a jamais dit cette phrase-là. Ouais. Non, des ennemis à l'intérieur. Ouais. Non. Mais il y a une opposition pro-américaine en Russie. C'est exact. Pro-américaine. Pro-américaine. Elle n'est pas grande, libérale. Elle soutient toujours ce que fait les États-Unis, même s'ils bombardent quelque part. Et bon, on n'est pas content avec ça, mais de là à les appeler des ennemis, non. Regardez, l'hebdomadaire l'Obs consacre plusieurs pages à un énième portrait de Vladimir Poutine. Dans la tête du tsar. Le mystère Je ne pense du pas tsar. que l'Obs sait ce qui se passe dans la tête du président. Qui sait ? Le président ? Qui sait ce qui se passe dans la tête du président ? Écoutez, il a un grand pays à gérer. Il a de grandes responsabilités internationales et je pense qu'il essaie de trouver une balance. Il n'a pas tendance à croire qu'il est à lui seul la Russie ? Non, pas du tout. Alors, ma dernière question, Alexei Pouchkov. Toute la Russie prépare aujourd'hui le 9 mai. Mais vous l'avez rencontré vous-même. Vous savez, c'est bien. Et on va le rencontrer une autre fois, une prochaine fois. Vous allez célébrer la victoire du Troisième Reich sur Hitler le 9 mai. Justement. Ça va être un spectacle grandiose. Là. Oui, une parade à la place rouge. Oui, plus que ça, non ? Oui, avec 26 leaders des pays étrangers qui vont... même si vous n'avez pas gagné la guerre tout seul. Pourquoi vous le faites le 9 mai ou pas en même temps que... On l'a toujours fait le 9 mai parce que la capitulation au front de l'Est était signée le 9 mai. Et vous avez sans doute invité François Hollande, Manuel Valls, M. Fabius. On a invité tous les dirigeants des pays Non, mais est-ce qu'ils européens. viendront, les Français, ils vous ont dit qu'ils viendront, puis vous êtes Pour à le Paris. moment, il n'y a pas de réponse. Je pense que Hollande ne vient pas. En ce qui concerne Fabius, nous ne savons pas. Mais vous allez insister pour qu'il vienne. Pourquoi il ne viendrait pas ? C'est une décision de la France, s'il veut prendre part à la victoire commune ou non. Dernière remarque. Le 19 juin 2013, vous aviez reçu à Moscou Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a bien géré l'argent que vous lui avez prêté ? Écoutez, c'est une histoire entre elle et une banque, on n'a rien à voir avec ça. Et donc, on a reçu beaucoup de monde, aussi M. Larcher, le président du Sénat français. Oui, mais lui, il n'avait pas besoin d'argent. Non, j'espère que non. Non, mais là, c'était Marine Le Pen. Non, rassurez-vous, non. Merci d'être venu, Alexei Pouchkov. On a un tweet de Pierre Courat qui dit « Je crois que c'est la première fois que Jean-Pierre Elkabbach commence une interview en demandant à son invité de raconter une blague. » C'est vrai, c'est une première pour vous, Jean-Pierre ? C'est sans doute vrai, mais je m'adapte à l'invité. Et l'invité Alexis Pouchkov, je sais qu'il a énormément d'humour, comme les Russes. Merci. Même quand ils étaient sous la dictature, ils savaient rire pour s'en défendre. Merci. Oui, justement. C'est ça ? Oui, absolument. C'était une des formes de survie, je dirais. Et de résistance. Merci beaucoup et bonne journée à tous.